Avant de prendre la décision de consulter le peuple ivoirien et après la résolution du 7-21, le président Laurent Gbagbo nous a accordé un entretien sans complaisance au palais présidentiel d'Abidjan. Dans cet entretien, il porte un regard sur la crise ivoirienne et aussi sur la résolution 17-21. Entretien que je vous invite maintenant à suivre. Depuis l'éclatement de la Côte d'Ivoire en deux parties, une partie au nord et une partie au sud, les Ivoiriens souffrent. Énormément, ils souffrent. Nous avons essayé de rencontrer les uns et les autres, ça n'a pas été possible. Monsieur le Président de la République, vous acceptez de nous recevoir aujourd'hui. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier. Mais en octobre, sur cette même antenne de 3 ateliers sud, vous nous avez dit, venez, je vais vous recevoir en novembre. Avec toute cette pression inquiétante qui pesait sur la fin de votre transition, nous avons eu peur. Et nous revenons en novembre, vous êtes encore à la barre. Quels sont les signes perceptibles qui vous ont amené à croire en vous que vous serez toujours au poste de président de la République en novembre 2006, Monsieur le Président? D'abord, merci d'être de nouveau avec nous en Côte d'Ivoire. Merci d'être dans cette maison qui est la vôtre. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Mais, vous savez, je ne suis pas arrivé à la politique par accident en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire que je connais la Côte d'Ivoire, je connais les hommes et je connais ceux qui animent la vie politique. Quels moyens avait-il, ce qui rapportait qu'il ne serait pas là, quels moyens avait-il de faire en sorte qu'il ne soit pas là? Tout le monde en Côte d'Ivoire, en fait, respecte la Constitution. Mais les gens veulent le forcer en espérant que l'extérieur va m'arriver. Mais c'est à cause de la guerre. Oui, mais je veux dire que c'est à cause de la guerre, bien sûr. Mais les gens ont été mal instruits par les exemples d'Haïti, du Libéria. Donc ils croient comme ça que les étrangers peuvent venir dire à un chef d'État, tu n'es plus président chez toi, et puis que cela se peut. C'est leur erreur. Mais en réalité, ce n'était pas une erreur, parce qu'eux-mêmes ne croyaient pas, mais ils voulaient essayer de tenter une chance. Or, moi, j'ai les pieds sur terre. Avec l'appui de vos opposants politiques et militaires, c'est eux qui font la pression. Oui, ils font la pression, mais leur pression n'est pas assez forte pour que je ne sois pas là où je suis. Il faut qu'on soit clair. Moi, je ne suis pas scotché à la présidence de la République, au siège du président de la République. Mais, je suis fondamentalement légaliste. Je suis fondamentalement constitutionnaliste. C'est-à-dire que je défends la loi, je défends la Constitution. Je pense que la Constitution d'un pays est le reflet de la culture de ce pays-là, est l'âme de ce pays-là. Nous avons décidé ensemble quelque chose, avec plus de 55% de votants et 86% de oui constitution. Et rien aujourd'hui n'explique qu'on puisse changer les règles du jeu. Parce que précisément, tout ce qui se passe aujourd'hui est prévu dans la Constitution. Il suffit de suivre notre Constitution et nous réglons notre conflit. Mais parlant de cette Constitution, qu'est-ce qui la diabolise en fait? Pourquoi tant d'acharnement? Qu'est-ce qui dérange en fait dans cette Constitution? Rien ne dérange. Guédé Madi a fait une déclaration qui est très juste. Il dit nous ne sommes pas contre la Constitution. Mais comme c'est sur la Constitution que s'appuie Gbagbo pour rester là, et que nous voulons qu'il parte de là, nous voulons ôter la Constitution pour qu'il parte. Après, nous allons remettre la Constitution. Donc la Constitution n'est pas le problème. Le problème est un problème de coup d'État. Un coup d'État a été fait, je ne suis pas tombé. Donc les gens veulent parachever le coup d'État. Et ils cherchent les moyens de parachever le coup d'État. C'est ça qui est le problème.
Sinon, ce n'est pas la Constitution le problème. Bon, on va revenir un peu à l'actualité. Oui. Que pensez-vous de la résolution 1721 qui vient d'être votée à l'instant, je dis à l'instant, il y a quelques heures à l'ONU? Vous voyez, j'ai fait une déclaration publique, radio-télévisée. J'espère que vous l'avez suivi. Mais je vais vous réexpliquer. Cette résolution, elle est importante. Elle marque un tournant dans les rapports entre les petits pays et les grandes puissances. C'est ce qui n'est pas écrit dans cette résolution qui est important. Ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit. Mais je vais vous expliquer. On tient compte de ce qui est écrit. Oui, non, mais c'est ce qui n'est pas écrit qui est important. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le projet de résolution qui est arrivé devant le Conseil de sécurité prévoyait, entre autres choses, deux faits importants. Qu'il fallait que la Constitution de Côte d'Ivoire cède le pas à la résolution qui allait être votée. Autrement dit, désormais, nous allions être gérés par une résolution prise à New York au lieu d'être gérés par une constitution qui sort de notre tripes, qui sort de notre âme et qui sort de notre peuple. Ça, c'était le premier point inacceptable, mais qui avait été proposé. Le deuxième point, qu'il fallait transférer les pouvoirs de l'exécutif des mains du président de la République élu aux mains d'un premier ministre non élu. C'était deux points très importants qui étaient dans le projet de résolution. Sur ces deux points, les grandes puissances ont dit non. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Chine, la Russie ont dit non. Et pour l'honneur de l'Afrique, la Tanzanie a dit non. C'est ça qui est le phénomène le plus important dans le vote de cette résolution. C'est qu'aujourd'hui, grâce au débat qui a eu lieu au Conseil de sécurité pendant 8 jours, le 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 octobre et le 1er novembre, grâce au débat qui a eu lieu, on sait maintenant que les petits États ont des droits. Et que même les grandes puissances sont d'accord pour que les petits États aient des droits. On sait maintenant qu'aucune grande puissance ne peut se lever impunément et puis imposer une manière de vivre à un petit pays. Une victoire. C'est une victoire, pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais à l'occasion de la crise de la Côte d'Ivoire, c'est une victoire pour tous les pays d'Afrique et pour tous les pays du tiers-monde. C'est une victoire pour Gbagbo Laurent. Aussi, mais pas uniquement. Qui souffre aujourd'hui. Non, Gbagbo Laurent joue son rôle. Il mène son combat, il mène un combat auquel il a cru depuis toujours, donc il ne souffre pas. Quand tu es dans ce que tu crois, tu ne souffres pas. Donc, c'est en cela que le vote de cette résolution est important. On n'a pas pu assujettir notre constitution, qui est l'expression de notre âme, à une résolution qui est l'expression du vote de la Maison de Verre à New York. On n'a pas pu. Et on ne pourra plus jamais le faire. Ni pour nous, ni pour aucun autre pays. Donc il faut croire maintenant à l'ONU. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir de l'expression que les grandes puissances ont donnée, aujourd'hui, nous pensons qu'il y a un avenir, il y a un futur pour les petits États. Et c'est cette victoire qui est célèbre. Maintenant, pour la Côte d'Ivoire, évidemment, il faut tirer les leçons. Si on dit qu'on ne peut pas assujettir notre constitution, c'est qu'elle est rétablie, c'est qu'elle vit dans toute sa splendeur. Il faut en tirer les leçons. Et j'en tire les leçons. Et je gouverne à partir de notre constitution. Il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs sommets dans le mois d'octobre passé. Oui. Et vous avez brillé par votre absence à deux grandes rencontres. L'ONU, pour l'Assemblée générale de l'ONU, et puis à la francophonie. Est-ce un boycott ou une absence délibérée? Il veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à New York pour parler en chef d'État.
On n'a pas besoin d'aller jusqu'à New York. Donc, depuis que je suis président de la République, je me suis toujours fait représenter par mon ministre des Affaires étrangères pour ne pas justement qu'il y ait boycott. Mon pays est représenté, pas par moi, mais par quelqu'un qui tient la fonction de me représenter. Pour la francophonie, c'est pareil. Nous avons un ministre de la culture et de la francophonie, il m'a représenté. Donc, mais le pays, quand le pays est en crise, il y a des moments où on peut s'absenter, et puis il y a des moments où vous sentez que les choses, oui, les choses ne sont pas... Il y a des risques, on ne sait jamais. Non, 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 que les choses, même il y a des problèmes à régler. Il y a des problèmes à régler, donc je reste là. Et pourquoi vous avez accepté de participer au sommet d'Abuja et d'Addis Abeba, alors que vous avez déclaré, Monsieur le Président, qu'il n'y avait plus de négociations sur la crise ivoirienne? Mais je n'ai pas négocié. J'ai été exposé le point de vue de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu qu'il y a eu une négociation? Il n'y a pas de négociation. J'ai été exposé que juste... Ça a été houleux. Ah oui, mais j'ai été exposé qu'il n'y a plus de négociation, justement. Le fait que j'ai vu l'ambiance à Abuja et à Addis Abeba m'a permis de me battre à New York, même si je n'y étais pas. Et comment vous êtes battu? Mais il y a 15 États au Conseil de sécurité. Il y a toujours des États à qui vous pouvez vous adresser pour qu'ils défendent votre point de vue. C'est comme ça la règle au niveau du Conseil de sécurité. Mais il a fallu que je sois à Abuja et à Addis Abeba pour comprendre quels sont les points qui seraient les pièges. Quelle est votre analyse sur le communiqué qui a sanctionné le sommet d'Abuja? Puisque tout découle de là, en fait. Oui, mais le sommet d'Abuja... Il y a tellement d'interprétations. Oui, mais le sommet d'Abuja n'a pas de valeur juridique. Le communiqué qui a été lu après le sommet d'Abuja n'a aucune valeur juridique. Ne lit pas les parties. Ce que nous avons décidé à Abuja, ce sont des recommandations à transmettre à Addis Abeba au Conseil de paix et de sécurité. Mais on n'a pas lu ça. On ne lit pas ça. Ce sont des recommandations qui doivent rester secrètes et qui doivent être dévoilées à Addis Abeba. Il y a un embargo. Si donc ces recommandations-là, on n'en parle pas. Mais le communiqué que nous avons lu, c'est un communiqué qui n'a aucune valeur juridique. C'est un texte qu'on donne à la presse pour lui donner quelque chose. On jette en partie à la presse pour lui donner quelque chose. Et maintenant Addis Abeba. Et maintenant Addis Abeba. Addis Abeba aussi, c'est le Conseil de paix et de sécurité. Ce n'est pas la réunion des chefs d'État de l'Union africaine. C'est le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. C'est différent. Et là aussi, il y a 15 États. La Côte d'Ivoire n'est pas membre. J'ai été invité pour exposer le problème en Côte d'Ivoire, pour exposer mon point de vue pour la sortie de crise. Je l'ai exposé et puis je suis sorti pour rentrer chez moi. Monsieur le Président, il y a un problème que tous les téléspectateurs voudraient comprendre. Pourquoi la France a ignoré toutes les décisions que vos pairs africains ont prises concernant la résolution de la crise de votre pays et a imposé sa propre résolution? Mais demandez à la France. Parce que moi, je me pose la même question que vous. Mais de toute façon, ça ne... Je crois qu'à quelque chose, le malheur est bon. Le fait que la France ait cherché à imposer une résolution qui n'avait rien à voir avec les décisions prises à Addis Abeba ont montré à tous les membres du Conseil de sécurité que trop était trop. Et donc, vraiment, les points les plus caricaturaux de ce projet de résolution ont été écartés. Et c'est ça aujourd'hui qui fait la liberté et la fierté de tous les États d'Afrique et du tiers-monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve en 1944 quand la France s'est retrouvée face au Vietnam. Est-ce qu'on peut... Comparaison n'est pas raison, mais se retrouve dans le cas de figure de 1941, quand les États-Unis et la Grande-Bretagne déclaraient qu'il fallait aller dans les colonies vers le self-government. C'est ça. C'était encore les États-Unis et la Grande-Bretagne. Ce n'est pas par philanthropie
mais c'est parce que l'intérêt du moment le commande. Aujourd'hui, l'intérêt de tous les États du monde commande qu'il ne faut pas laisser le Conseil de sécurité par une décision qui peut lier un État membre. Si on le fait, mais demain, le Conseil de sécurité peut prendre une décision et vouloir que cette décision lie les États-Unis, lie la Grande-Bretagne, lie la France, lie la Chine, lie la Russie, cela a été inacceptable pour eux. Donc, ils ont dit non. Vous comprenez? On se retrouve dans un cas de figure où l'État ivoirien a renvoyé chacun des grands face à lui-même, face à son propre miroir. Il dit, mais attention, la Côte d'Ivoire est membre de l'ONU comme nous-mêmes. C'est un petit pays, il n'a pas le droit de veto, il n'a pas l'arme nucléaire, mais c'est un membre, comme nous-mêmes. Et dans la charte de l'ONU, tous les États sont égaux. Alors si nous permettons au Conseil de sécurité de prendre des décisions qui vont s'imposer et qui vont remplacer la Constitution de Côte d'Ivoire, demain, le Conseil de sécurité peut se croire autorisé à prendre une décision pareille pour remplacer la Constitution américaine. C'était inacceptable pour les Américains. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai dit à quelque chose de manière répondre. Oui, mais quand les autorités françaises demandent à l'ONU de retirer votre pouvoir pour le remettre au Premier ministre, comment vous êtes? Ce n'est pas un autre coup d'État qui ne dit pas son nom? Mais si, mais c'est pourquoi j'ai dit, la réponse à cette question se trouve dans la première réponse, dans le premier problème qui a été posé. Parce que pour que cela soit, il aurait fallu qu'on sape les bases de mon pouvoir. Or, les bases de mon pouvoir, entre deux élections, c'est la Constitution. C'est pourquoi ils ont d'abord essayé de dire la résolution remplace la Constitution en ce que les deux textes sont contradictoires. Dès l'instant où les autres grands ont dit non, ça valait pour le second point. C'était même pas la peine de discuter le second point. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Oui. Mais le problème votre problème, c'est que vous... Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mais vous parlez de désarmement pour que les Ivoiriens puissent aller à la paix. Oui, on le fera. Vous parlez de désarmement. Oui. Les rebelles aussi disent que tant que la Constitution n'est pas suspendue, ils ne vont pas déposer les armes. Mais la Constitution ne sera pas suspendue, ils vont faire comment? Donc la Côte d'Ivoire sera toujours divisée. La Constitution ne sera pas divisée, on va trouver des solutions. C'est laquelle? On va trouver des solutions. C'est laquelle? Ah ben, je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui. J'appelle le peuple en consultation à partir de mardi prochain. Et à partir de ce moment-là, quand j'aurai fini de consulter le peuple en entier, on verra. On verra. Est-ce que la France serait-elle la solution du problème de la Côte d'Ivoire ou serait-elle une des actrices clés? Aujourd'hui, je pense que la France n'est pas la solution. Je pense que la France est un des problèmes. Est-ce que vous pouvez régler ce problème? On verra plus tard. Mais le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que la France n'est pas dans la solution à la Côte d'Ivoire. La France est dans les problèmes aujourd'hui. C'est un gros morceau. Oui, mais... Entre vous et le président Chirac, je suppose que les relations sont vraiment au bas niveau. Parce que... Entre la France et la Côte d'Ivoire, les relations vont bien. Je parle d'individu à individu. Ah, ça c'est un autre problème, mais ça c'est secondaire. Le président Chirac vous lance des pics et vous répondez pas des pics. Une fois même à Bobo, vous avez fait une déclaration très musclée. Vous dites, je suis un président élu. Je ne suis pas un sous-préfet. Oui. Je n'agis pas sous la dictée de quelqu'un. Oui. Mais c'était un pic. Mais est-ce que c'est pas normal? Vous avez lancé un pic. Est-ce qu'il y avait quelque chose de faux? Parce que j'ai dit. Mais c'est quand même une menace d'individu à individu. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Lui, le président de la République de France et vous êtes président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous n'êtes pas là, les deux, la France et la Côte d'Ivoire vont fonctionner. Oui. C'est parce que vous êtes chef d'État que tout est bloqué. Non, les choses fonctionnent. Les choses fonctionnent. On continue de vendre ce qu'on vend à la France. On continue d'acheter à la France ce qu'on achète à la France. Les choses vont bien. Il y a des bateaux français qui arrivent ici. Il y a des bateaux emprisonnés de la Côte d'Ivoire qui vont en France. Les avions viennent de Paris, viennent à Abidjan. Des avions partent d'Abidjan sur Paris. Donc, les choses qui doivent fonctionner pour la vie quotidienne des gens fonctionnent normalement. Bon.
Oui, les deux chefs d'État en ce moment ne s'entendent pas. Mais cela n'empêche pas les pays d'exister et d'avoir leurs rapports normaux. Encore une autre victoire pour vous sans doute. Vous serez encore là-bas lorsque Kofi Annan et Jacques Chirac ne seront plus au pouvoir. Pour vous, c'est une victoire? Mais ce n'est pas moi qui les fais partir. Et ce n'est pas moi qui fixe, je ne leur fixe pas de transition. Donc, oui, mais c'est que vous allez souffler un peu parce que bon, c'est les deux personnalités supposées être vos ennemis. Bon, moi je ne connais pas d'ennemis, mais je connais des gens qui agissent en dehors de la loi et du bon sens. Je ne comprends pas comment dans ce monde, ce siècle, où nous voulons que les États soient démocratisés, je me demande, je ne comprends pas comment on peut tourner le dos à un président élu pour soutenir des gens qui ne sont pas élus. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la solution à ce problème. Vous avez déclaré de manière nuancée, si les forces de l'école veulent partir, qu'elles s'en aillent. Non, mais à un moment donné, on nous a dit, en tout cas, si vous faites ça, nous allons faire partir nos forces. Alors j'ai dit, mais s'ils veulent partir, qu'ils partent. Mais moi, je n'ai encore rien demandé, mais s'ils veulent partir, qu'ils s'en aillent. Je voudrais faire une remarque, je ne sais pas si vous pouvez la partager avec moi. Vous semblez complètement isolé par vos pères africains. Oh, ne faites pas la même erreur que la France. C'est ce que la France a cru. Mais justement, quand nous avons fini la réunion d'Abuja, j'ai discuté avec un des chefs d'État africains. ATT, que vous avez... Non. J'ai discuté avec, après la réunion, j'ai discuté avec un des chefs d'État africains, qui a la réputation d'être un ami de la France d'ailleurs. Et je lui ai dit ceci. M. Bongo? Non, il n'est pas de la CEDEAO. Donc il n'était pas à Abuja. Donc je lui ai dit ceci. Et vous voyez l'erreur de la France. C'est que la France croit que l'Afrique peut laisser Gbagbo Laurent, peut lâcher Gbagbo Laurent pour elle. Elle ne sait pas que les États africains ont un autre réflexe qui est plus fort que leur lien avec la France. Mais qui n'osent pas le dire publiquement. Non, ils ne le disent pas publiquement, mais au moment des grandes décisions, c'est ce réflexe qui joue. Attention, je suis à la tête d'un petit État aussi. Ce qui arrive à l'autre peut m'arriver demain. C'est ça qui est le réflexe qui est le plus important. Et la France sous-estime ce réflexe-là. Donc même les gens qui proclament leur amitié indéfectible avec tel ou tel chef d'État à Paris, qui sont à Paris tout le temps, qui les embrassent tout le temps, mais au moment de prendre les grandes décisions, ils voient bien que leur État peut demain être dans la même situation, ou a déjà été dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Et ils ne voudraient pas comprendre qu'on prenne demain telle ou telle décision à leur rencontre. Donc, ils se gardent de... Et c'est ça que la France, je crois, tout au long de cette crise, a sous-estimé. Vous pensez qu'elle a compris aujourd'hui? Oh, mais je ne sais pas. Mais je souhaite qu'elle le comprenne pour elle-même. Parce qu'il est bon que la France ait de bons rapports avec les États africains. Mais pour cela, il faut qu'elle comprenne la nature des rapports qu'elle doit avoir avec les États africains. Il faut qu'elle comprenne chez les Africains, chez les dirigeants africains, les dits et les non-dits. Il faut qu'elle comprenne ça. Si elle n'est pas capable de lire leur silence et de lire leurs angoisses, de lire leurs interrogations, elle ne pourra jamais avoir une politique, une bonne politique avec les Africains. Donc vous souhaiterez que la France engage d'autres formes de coopération avec les pays africains? Oh, qu'elle comprenne d'abord ce que c'est que l'Afrique. D'abord. L'Afrique francophone, c'est elle qui les a colonisés quand même. Mais ça donne l'impression d'un droit de veto. Oui, ça donne l'impression. Oui, justement, vous avez utilisé une bonne expression, ça donne l'impression. Mais est-ce que le fait est? Sinon, la France ne serait pas dans ces difficultés-là en Côte d'Ivoire. Ah oui, oui. Au niveau de l'impression, bien entendu, on a l'impression que, mais est-ce que, quelle est la réalité? La réalité, c'est que l'Afrique
ne lâchera pas la Côte d'Ivoire, ne lâchera pas un des siens pour la France. C'est ça, hein. Ça, elle n'a pas compris ça. Nous espérons qu'elle le comprenne. Mais il y a quelque chose, le bruit a couru pendant que vous étiez dans les différents sommets. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et le président malien Amadou Toumani Touré que le bruit a couru, à qui vous avez donné une forte somme d'argent pour vous soutenir? J'ai été péni et j'ai eu mal. J'ai été péni et j'ai eu mal. J'attendais justement que cette résolution soit votée pour que je lui envoie une délégation. Parce que je pense que pour un homme de sa trempe, avec la dignité qu'il a, il a dû souffrir. Et il a dû aussi avoir mal. Moi, je ne connais pas Toumani Touré parce qu'on est président. Hein. Il y a longtemps que je le connais. Je le connais au moins depuis 1992. Au moins. On s'est rencontrés dans les voyages. Je suis allé quelquefois lui rendre visite à Bamako. Il est quelquefois venu me voir. On se connaît depuis tellement longtemps. Alors, on n'a jamais eu de rapport d'argent. Qui a créé ça alors? Mais en fait, c'est toujours les mêmes. Non, je ne sais pas moi. Mais je veux dire, celui qui a lancé ce bruit, c'est certainement celui qui ne veut pas que nous ayons des rapports d'amitié. Quand cette guerre a commencé à Côte d'Ivoire, Toumani Touré est venu ici. Il a pris mon avion pour se promener dans les capitales africaines. Pour aller voir tel homme, pour dire à tel homme, attention, n'attaque pas la Côte d'Ivoire. Fais gaffe, sinon tu as une été de ta peau. Avant ça, je n'étais pas président. Quand le général Gueye était au pouvoir, Toumani Touré est venu. On a parlé, il est venu voir le général Gueye. Il dit attention, ne sois pas candidat. Laisse tomber, c'est pas fait. C'est pas fait pour toi. Mais les gens ne savent pas ça. C'est des rapports anciens avec Toumani Touré. Et donc, et tout ça, tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question d'argent. Moi, je ne suis pas assez riche pour lui donner l'argent. Vous comprenez? Ce que nous souhaitons en tant que deux chefs d'État, c'est que la guerre finisse et que le Mali, dont le port est à Abidjan, se réveille, que la Côte d'Ivoire se réveille, que le Mali se réveille. Nous voulons faire des chemins de fer en commun, nous voulons faire, enfin, etc. On a des tas de projets en commun. On a des tas de projets en commun. Alors, à Abuja, il y a le président nigérien Obasanjo qui, paraît-il, vous aurait intimé l'ordre de respecter les résolutions que vos pères africains devaient prendre. Auquel cas, il vous traduisait devant le TPI. Mais qui raconte des choses comme ça? Ça a été écrit dans la presse. Oui, mais en fait, vous êtes un journaliste, vous savez très bien que vous êtes capable de dire la vérité, mais vous êtes aussi capable de dire des bêtises. Comment peut-on intimer un ordre au chef d'État de la Côte d'Ivoire? Comment un autre chef d'État peut-il intimer un ordre au chef d'État de la Côte d'Ivoire? Qui peut intimer un ordre au chef d'État de la Côte d'Ivoire? Au nom de quoi? Cela n'a pas été, cela n'est pas et cela ne sera jamais. En tout cas, tant que c'est moi qui cherche ce poste. Comment vous réagissez à la mise à l'écart du moins cavalière du président sud-africain Thabo Mbeki de la médiation ivoirienne? Là encore, c'est une erreur de lecture. Là encore, c'est une erreur de lecture. Dans ce débat qui vient d'avoir lieu à l'ONU, il a joué un rôle très important. En m'aidant, parce que là, il n'est plus médiateur, en m'aidant à toucher les États membres du Conseil de sécurité, en écrivant, son ambassadeur a même pris la parole, il n'est pas membre encore, pour dire, mais ce qu'on propose là, c'est un changement de régime. Donc, ils ont tapé le poing sur la table, ils ont joué un rôle important. Et ça, il ne l'aurait pas fait s'il était encore médiateur. Donc, qui a dit que quelqu'un a mis... Et regardez l'Afrique, regardez tout le continent africain. On se connaît. Qui est capable en Afrique là de dire à l'Afrique du Sud, toi, quitte là? Qui est capable? C'est le pays le plus grand et le plus riche dans toute l'Afrique.
capable de retenir ce langage-là. C'est le pays le plus puissant et le plus riche de toute l'Afrique. Des jeunes burkinabés réunis au sein de la Confédération panafricaine qui défend la liberté et la dignité de l'Afrique viennent de vous soutenir au cours de leur assemblée en vous rendant un hommage très appuyé pour votre résistance. Venant des jeunes burkinabés, comment réagissez-vous, Monsieur le Président? Mais ce sont des Africains. Ce n'est pas parce qu'ils sont burkinabés qu'ils ne sont pas africains. Vous savez, les gens propagent des stéréotypes. Mais moi, je connais le Burkina, hein, et le Burkina me connaît. Le Burkina, c'est parce que je suis devenu chef d'État que je suis plus souvent. C'est là-bas que j'allais passer toutes mes vacances. Et pourtant, la base arrière de la rébellion. Oui, mais ce n'est pas, il ne faut pas confondre un peuple avec des gens qui sont au pouvoir ou bien des gens qui font ceci, cela. Même Blaise. Blaise, c'est mon ami personnel. Et vous ne l'avez pas salué à Bouja? Ah, mais si. On dit que vous vous êtes dépassé, mais vraiment, avec le visage musclé. Qui écrit ça? Mais avant même de prendre l'avion, il a pris l'avion juste avant moi et nous étions trois à causer et à faire des projets de sortie de crise en Côte d'Ivoire. Il y avait Blaise Compaoré, ATT et moi-même dans le salon de l'aéroport. On était les trois qui attendions notre avion. On a encore fait des projets. Il faut savoir que nous trois, nous nous sommes déjà trouvés 3 fois à Bamako, chez ATT, pour réfléchir sur la crise ivoirienne et les perspectives de sortie des crises. Et rien ne dit que nous n'allons pas nous retrouver encore. Nous allons nous retrouver encore à Bamako, nous trois. Parce que les 2 pays frontaliers au nord, plus la Côte d'Ivoire, c'est important qu'ils aient un dialogue fréquent. Nous nous connaissons, nous sommes la même génération, Blaise est plus jeune, elle est plus jeune, je suis le plus âgé, ATT est en second. Nous nous connaissons, nous discutons souvent. Tous les trois, nous discutons très souvent. Ou bien on se voit, ou bien on discute au téléphone, ou bien on s'envoie des délégations. Donc, venant des jeunes burkinabés, justement, ça ne me surprend pas. Parce que c'est eux, de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina a les gens qui connaissent le mieux la Côte d'Ivoire. C'est eux qui connaissent le mieux la Côte d'Ivoire. Et c'est les jeunes qui me connaissent le mieux. Entre M. Bani et vous, oui. Alors nous sommes en novembre. Vous êtes adressé à la nation ivoirienne, oui, dans laquelle vous avez rassuré les Ivoiriens de rester sereins, que vous êtes toujours à la barre. Oui. Et l'entourage de M. Bani a riposté pour dire le président dit qu'il est à la barre, mais moi j'aurai les pleins pouvoirs parce que l'ONU m'a donné mandat, ordre de signer. Ils ont tellement d'expressions, décrets, lois, etc. Est-ce que c'est Bani qui a dit ça? Qu'est-ce qui ne va pas entre vous en ce moment? Non, tout va. Moi, le Premier ministre Bani et moi, le Premier ministre Bani, c'est mon Premier ministre. D'abord. Oui, mais c'est la communauté internationale qui vous l'a imposé. Oui, oui, mais si on m'imposait, j'aurais pu nommer plusieurs autres avant lui. On m'a proposé plusieurs autres que je n'ai pas voulu nommer. Ce qui fait que lui, le Premier ministre, c'est parce que j'ai accepté de nommer. Bon, c'est mon Premier ministre. Quelle que soit la manière dont il est arrivé, c'est mon Premier ministre. Donc, même s'il y avait des différences, je ne les étalerai pas. Mais j'ai dit que nous nous conformerons à la constitution ivoirienne. Et si de son côté, il applique le contraire? Bon, continuons. Des bruits courent qu'après consultation qui doivent avoir lieu bientôt, à la fin de ces consultations, vous risquez de faire de composer un nouveau gouvernement sans Bani. Des bruits, laissons les bruits courir et laissons les mauvaises langues parler. Enfin, nous, on aimerait avoir l'exclusivité. Ah mais non, mais je n'ai rien à vous dire. Puisque, sinon, pourquoi est-ce que je vais consulter le peuple? Je le consulte justement pour savoir ce qu'il faut que je fasse. Mais ce qu'il faut que je fasse pour aller à la paix. Vous comprenez? Pour ce qu'il faut que je fasse pour que nous arrivions à la paix. C'est pour ça que j'appelle le peuple en consultation. Ce n'est pas pour
enlever tel ministre ou tel autre ministre. Non, c'est pour aller à la paix. On va changer de volet Oui. pour parler des déchets toxiques. Oui. En tant que président de la République, vous êtes le garant du bien-être et de la santé de vos concitoyens. Monsieur le président de la République, comment vous expliquez que une telle catastrophe s'abat sur votre peuple abidjanais, les déchets toxiques? Comment vous expliquez cela? Mais ce n'est pas parce qu'il y a un gardien dans une maison qu'un incendie ne se déclare pas dans la maison, ou bien que des voleurs ne s'introduisent pas dans la maison. Oui, mais bien entendu, mais il y a toujours des malheurs qui arrivent malgré les dispositions qui sont prises. Voilà. Mais ce malheur est arrivé. Il nous permettra de changer notre armature de droit. Il nous permettra aussi de changer nos habitudes. Bon, donc pour le moment, il nous faut soigner le mal. C'est ce que nous faisons. Après, on verra le reste. Mais comment vous vous êtes laissé surprendre par ce bateau? Mais je vous dirai, de la même manière qu'on s'est laissé surprendre le 19 septembre 2002 par la rébellion. Peut-être que vous avez trop dormi, sans doute. Les gens dorment trop sur leur laurier. C'est pourquoi pour un grand État comme la Côte d'Ivoire, oui, un bateau de ce genre, un bateau macabre rentre. On est en train de chercher, les gens enquêtent, la procédure judiciaire avance. Les enquêteurs sont déjà partis en Estonie, ont visité le bateau, ont parlé avec les ambassadeurs, les diplomates, les hommes de droit là-bas. Là, je ne sais pas s'ils sont encore en Hollande ou bien s'ils en sont déjà revenus. Mais bon, donc je veux dire, les enquêtes continuent. Les enquêtes continuent. Et elles se termineront par une procédure judiciaire. Le Premier ministre Bani, M. Konan Bani, a pris une décision très musclée de suspendre le gouverneur du district d'Abidjan, les directeurs du port, de la douane. Est-ce qu'il vous a consulté avant de prendre une telle décision? Oui, il m'a consulté. C'est vous qui lui avez demandé de... Ah non, j'ai dit il m'a consulté. Vous lui avez donné votre accord? Il m'a consulté, je n'avais pas de raison. Je n'avais pas de raison de ne pas donner mon accord. Je n'avais pas de raison. Si c'est pour que la vérité éclate. Parce que quelquefois, il vaut mieux même que les gens soient un peu dégagés pour que... mais lui, en tant que Premier ministre, c'est vous qui avez nommé ces personnalités. Oui, mais c'est pourquoi, en tant que Premier ministre, c'est pourquoi il ne l'a pas révoqué. Puisque c'est ma signature qui peut la révoquer. Mais le fait de les suspendre, oui, ça n'atténue pas un peu non, votre la suspension n'est pas la révocation. S'il les avait révoqués, j'aurais dit non. Acte là. Mais il ne les a pas révoqués. Parce qu'il ne peut pas les révoquer. Donc, bon, il y a une diversité des enquêtes menées par le procureur de la République, le juge d'instruction, la commission de la... Ah, mais ça c'est pareil. Hein. Le procureur et le juge d'instruction, parce que l'affaire est confiée au procureur de la République, qui saisit un juge d'instruction. Ça, c'est la voie royale pour aller à un procès. Et la primature de l'Assemblée nationale, ça c'est pas un peu du tout? Ça, c'est autre chose. Bon, mais il n'y a jamais trop... Je crois que les Ivoiriens ont été tellement choqués par ce scandale que tous ceux qui ont le pouvoir de chercher à comprendre ont cherché à comprendre. Tous ceux qui ont ce pouvoir ont cherché à comprendre. L'Assemblée, la primature, tous ceux qui ont ce pouvoir de faire des commissions, bien d'entendre les gens, ils ont cherché à le faire. Au lieu de lire en termes de trop ou de pas assez, il faut le voir en termes de choc que les gens ont reçu. Donc chacun veut comprendre, chacun veut savoir. C'est ça. Mais il se trouve que madame, votre épouse, a été nommément citée par un journal. Oui. Si d'aventure sa responsabilité était engagée, quel serait votre... journal, je vous apprends que ce journal est déjà condamné à payer 15 millions d'amende. Depuis quand? Depuis à peu près une semaine. Une semaine ou deux. C'est une fausse accusation? Oui. Ce journal est déjà... Maintenant, le journal
est en train d'être poursuivi pour diffamation. Mais sinon, du point de vue du fait de s'attaquer à des personnalités comme ça, sans base, ce jeune est déjà condamné à payer 15 millions d'amende. Qu'est-ce que l'État a fait pour les victimes et les familles des victimes, puisqu'il y a eu 10 morts, Monsieur le Président? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour... Bon, d'abord, nous leur avons donné des sépultures dignes de ce nom. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. J'ai parcouru, moi, toutes les familles que nous avons pu retrouver, hein, parce que ce n'était pas aisé. Toutes les familles que nous avons pu retrouver, j'y suis allé pour leur porter la compassion de l'État. Voilà. Et maintenant, les actions en justice en cours, bon, on leur a donné ce qu'on pouvait leur donner, mais ça, ce n'est rien. Ce n'est rien. Maintenant, le tribunal va dire les dommages et intérêts auxquels ces familles ont droit. Alors, quel est l'état des lieux aujourd'hui à Abidjan? Oh, c'est que c'est mieux qu'au début. Abidjan fréquentable, l'air respirable. C'est mieux qu'il y a quelques jours. Mais il faut dire qu'à Abidjan, il y a eu les déchets toxiques, mais il y a aussi les déchets ordinaires. Il y a les déchets ordinaires qui jonchent les rues à cause de la saturation de la décharge d'Akwedo. Et ça aussi, c'est une autre source de problèmes. Et comment vous faites pour pouvoir régler? Oui. On a déjà trouvé un lieu pour créer notre centre d'enfouissage. Et c'est ce centre d'enfouissage qui n'est pas encore prêt. Donc, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé cherchent des solutions palliatives pour le moment. Dans le traitement des déchets toxiques, le bruit a couru partout que vous avez arrêté et emprisonné des journalistes sous le prétexte qu'ils auront attaqué votre épouse ou l'accusé. Mais c'est que ceux qui ont dit ça ne parlent pas de moi. Depuis que je suis au pouvoir, aucun journaliste n'a été mis en prison parce que nos journalistes qui étaient proches de nous ont été trop arrêtés. Et je me suis juré de ne jamais mettre un journaliste en prison. Mais j'ai fait mieux. J'ai mis dans la loi qu'aucun journaliste n'irait en prison pour les opinions exprimées dans le cadre de son travail. Donc il n'y a pas de journaliste en prison. Il n'y a pas de journaliste en prison. Dans le traitement de l'information sur les déchets toxiques. Non seulement sur les déchets toxiques, mais il est interdit par la loi de mettre un journaliste en prison. C'est ça. La loi en Côte d'Ivoire, depuis que je suis au pouvoir, interdit de mettre un journaliste en prison dans le cadre de son travail. Vous comprenez? Donc, non seulement dans le cadre de déchets toxiques, aucun journaliste n'a été arrêté, mais il est même interdit d'arrêter. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays comme ça dans le monde, mais en tout cas, nous, on a pris cette loi que j'ai promulguée et nous sommes tranquilles. Nous allons parler de la grève des planteurs. Oui. L'Association nationale des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire a observé des jours de grève. Oui. Ce qui dénote que ça ne va pas dans la filière. Oui. Quelles sont les dispositions qu'en tant que président de la République, vous comptez prendre pour essayer de les sécuriser, de juguler tous ces remords? Mais vous voyez qu'il n'y a plus de grève. Donc il n'y a déjà plus de décision. Donc il n'y a plus de grève. Il n'y a plus de grève. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Ben, je les ai reçus. J'ai parlé avec eux. J'ai dit ce qu'on pouvait faire et ce qu'on ne pouvait pas faire. Ils ont compris, donc c'était la grève. Mais je voulais vous dire que depuis que la Côte d'Ivoire est indépendante, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois qu'il y a la grève dans ce secteur d'activité. À chaque campagne, vous fixez toujours des prix marchands qui ne conviennent pas toujours. La preuve, cette année, vous avez fixé le prix du cacao, le prix du kilo à 400 francs CFA, c'est-à-dire l'équivalent de 0,62 €. Et les planteurs souhaiteraient revoir avec vous à la hausse à 600 francs, prix marchand, c'est-à-dire que 0,92 €. Il y a une erreur dans ce que vous dites. Vous dites, vous fixez. Nous ne fixons pas. Nous ne fixons plus. L'État de Côte d'Ivoire ne fixe plus de prix d'achat. Depuis les réformes que nous avons faites à la fin de l'année 2000,
qui avait été préparé par le gouvernement Sékou Diarra au moment de la transition militaire, et que nous avons avalisé et que nous avons complété, ces réformes-là. Depuis, ce sont les paysans eux-mêmes, la BCC, la Bourse du café cacao, qui fixent les prix d'achat aux paysans. Ce n'est pas l'État, ce n'est plus l'État. Donc il ne faut pas dire ça. Et c'est justement ce que j'ai demandé aux paysans. J'ai dit, mais comme qui êtes-vous fâché? Comme qui faites-vous grève? Puis c'est vous qui fixez le prix d'achat. Mais ça dit que le droit unique de sortie. Ouais, mais ça, c'est l'impôt que le café et le cacao payent à l'État. Toute activité économique. Les planteurs trouvent que c'est trop énorme. Mais c'est pas trop énorme. Hein? Je leur ai rappelé que le DUS n'a pas varié. Mais qu'en 2002, le café a été acheté à 1200 francs le kilo, Borsan. Il ne se prenait pas de DUS. Il ne se prenait pas de DUS. Est-ce que la dissolution de la caisse de stabilisation arrange qu'elle l'exclure? Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de charges que les planteurs eux-mêmes n'arrivent pas à supporter. Mais vous dites la même chose que ce que je leur ai dit. J'ai dit que toutes les structures qui sont en place et qui eux-mêmes animent sont trop lourdes du point de vue des charges. On a l'ARCC, l'autorité de régulation du café cacao. On a la BCC, on a le FGCC, on a le FRC, etc. On a le FDPCC. Les charges sont trop lourdes. C'est exactement ce que je leur ai dit que vous reprenez. Donc, si on veut augmenter le prix d'achat aux paysans bon champ, il faut d'abord qu'ils voient comment diminuer les charges de ce secteur. Et on peut le faire. À partir de ce moment-là, vous les aidez? Ah ben nous, on est prêts à les aider. Mais c'est à eux de nous demander. C'est à eux de nous poser des questions. S'ils veulent qu'on les aide, on les aide. On est dans une situation aujourd'hui où les paysans disent la filière est à nous. Nous, on ne peut pas aller pour leur imposer de changer comme ci ou comme ça. Mais si l'argent que la filière génère est volé, alors nous pouvons poursuivre. Mais pourquoi vous voulez faire absolument des consultations pour prendre une décision? Ah, mais depuis qu'il y a la crise, je consulte beaucoup avant de prendre des grandes décisions. Donc, je consulte. Je consulte. Je vais consulter tout le monde. Tout le monde. Et prendre une manière de prendre le peuple à témoin pour essayer d'agir. Non, non, ça veut dire que voir quelles sont les attentes du peuple pour aller vers la paix. Parce que le peuple là, c'est le gisement de la sagesse. Le peuple est le gisement de la sagesse. Or, souvent, on croit que parce qu'on a été élu, on peut se passer du peuple. On ne peut pas se passer du peuple. Donc voilà pourquoi j'appelle tout le monde. Je vais appeler tout le monde. Je vais appeler les catégories. J'ai cru lire les religieux, oui, les traditionnels, les jeunes patriotes, non, les jeunes. Les jeunes. Ah, pas seulement les patriotes. Ah non, les jeunes. Les femmes, et puis les régions. Je vais convoquer aussi les gens par région pour les écouter. Parce que ceux qui sont à ces endroits n'ont pas forcément les mêmes besoins que ceux qui sont à Bouna. Et ne voient pas le problème de la même manière. Parce que ceux qui sont à ces endroits et à Tabo, ils n'ont pas de rebelles. Mais ceux qui sont à Bouna, ils ont des rebelles. Donc, ils vont nous indiquer quelle est pour eux la voie la meilleure pour sortir de la crise. Et de tout ça, je vais faire un paquet pour moi-même et pour définir une politique à suivre pour sortir de la crise. Donc la sortie de la crise n'est pas loin? Mais je voudrais bien le dire, je voudrais bien parler comme vous, mais je veux dire que je cherche les moyens pour en sortir le plus tôt possible. Monsieur le Président de la République, à l'international, les gens pensent que vous êtes de mauvaise foi, vous n'appliquez pas les accords
de Marcoussis, en passant par Pretoria, Accra 1, Accra 2, etc., que vous mettez une dose, je ne vous juge pas, Monsieur le Président, mais les gens disent que vous dites oui le matin, et puis le soir vous dites non. Quelles sont les concessions que vous avez pu faire depuis la crise jusqu'à nos jours? Je sais que c'est un peu long, mais essayez de me brosser les grandes lignes. Je veux dire que ceux qui disent ça, là, leur opinion ne m'intéresse pas. Mais je le dis sérieusement parce que leur opinion ne m'intéresse pas parce qu'ils ont déjà un parti pris. Ce sont les gens qui disent on cherche la paix. Mais en fait, ils ne cherchent pas la paix. Ils cherchent plutôt à enlever Gbagbo. C'est ça qu'ils ne disent pas. Ils aimeraient bien voir que Gbagbo est affaibli et que Gbagbo n'est plus au pouvoir. C'est ça qui est pour eux de laisser la paix. Mais moi, je ne les laisserai pas faire. Mais sinon, Marcoussis est une mauvaise idée. Marcoussis est non seulement une mauvaise idée, mais une mauvaise réunion et un mauvais texte qui a été pris. Comme vous le dites bien, le médicament est amer. Oui, c'est le médicament amer, mais comme on a dit que si je prenais ce médicament, il y a être guéri, je l'ai quand même pris. Et vous n'êtes pas guéri. Et je me rends compte que je ne suis pas guéri. Je me rends compte que je ne suis pas guéri. J'ai mal au ventre, on venait de prendre de l'huile ricée, que mon ventre va être dégagé. J'ai pris cette huile-là, je me rends compte que j'ai toujours les mêmes mots. Bon, voilà. Si vous voulez que je résume Marcoussis, voilà ce qu'est Marcoussis. Bien. Mais le reste, Marcoussis contenait des exigences. C'est-à-dire que tout ce que Marcoussis contenait, c'était un catalogue. C'était un catalogue des exigences des rebelles. Il faut changer telle loi, il faut changer telle loi, il faut changer telle loi. L'Assemblée nationale en a changé 12. 12 lois proposées par Marcoussis. Quand ces lois ont été changées, les rebelles et leurs alliés ont trouvé que ces lois avaient été mal rédigées et qu'elles n'étaient pas rédigées dans la lettre et dans l'esprit de Marcoussis. Le médiateur Thabo Mbeki m'a soumis 7 à modifier. Je les ai modifiés en utilisant l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française, l'article 48 de la Constitution ivoirienne. 12 plus 7, ça fait déjà 19. Il y a eu encore, sur les 7 lois, on m'a demandé de modifier encore 3. Je les ai modifiés. 12 plus 7 plus 3, ça fait 22. J'ai modifié. Ensuite, il y a eu la loi fondamentale qu'il fallait contourner pour rendre certaines personnes éligibles. Oui, j'ai utilisé l'article 48 et je l'ai rendu éligible. Qu'est-ce qu'on veut que... Et les rebelles aussi dans le gouvernement. Et, bon, bien entendu, les rebelles, je les ai mis dans le gouvernement. Avec une loi d'amnistie générale. Je les ai amnistiés et j'ai pris un arrêté pour remettre dans l'Assemblée et remettre éligible. Qu'est-ce qu'on veut que... Et les rebelles aussi dans le gouvernement. Et, bon, bien entendu, les rebelles, je les ai mis dans le gouvernement. Avec une loi d'amnistie générale. Je les ai amnistiés et j'ai pris un arrêté pour remettre dans l'Assemblée et remettre dans l'armée tous les déserteurs. Mais je dois dire que sur l'armée, il ne faut pas que les gens croient qu'il y a eu une saignée. Nous avons une armée de 18 000 hommes. Il y a seulement 437 qui sont partis dans la rébellion. Donc pour nous, c'est une goutte d'eau, vraiment une toute petite goutte d'eau. Donc nous avons pris un arrêté pour leur permettre de retourner. Mais ils avaient tellement peur qu'il y a 10 semaines qui sont revenus, les deux ne sont pas revenus. Bon. Tant pis pour ceux qui ne sont pas revenus, mais on les attend toujours, ils viennent. Le général Mabou a lancé un appel à tous ses camarades d'armes